Aujourd'hui, nous sommes sur le campus Fonderie de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et je vous propose d'aller au CRESAT, le centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques. Et je vous propose d'aller rejoindre Élise Allouin et Théva Meyer. Élise Allouin est artiste-chercheur, artiste associée à la Kunsthalle de Mulhouse, et Théva Meyer qui est maître de conférences en géopolitique et en géographie. Mon travail, ça consiste à réfléchir à la géographie du nucléaire. Alors cette géographie du nucléaire, on peut la faire à beaucoup d'échelles. On peut regarder par exemple comment est-ce qu'on vend des centrales nucléaires à l'étranger, qui achète des centrales nucléaires à l'étranger. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement en fait, c'est qu'est-ce qu'une centrale nucléaire fait au territoire. Une centrale nucléaire, quand ça s'implante sur un territoire, ça transforme énormément de choses. Bien évidemment l'économie, mais aussi la démographie, la structure de la population, l'âge de la population, même le sexe des populations. Les centrales nucléaires sont des lieux dans lesquels on a majoritairement des hommes, très peu de femmes. Donc on a une surreprésentation d'hommes dans ces territoires. Et donc on a besoin aujourd'hui de comprendre comment est-ce que l'espace il est modifié par l'arrivée d'une centrale nucléaire. Ces recherches, elles sont importantes car quand on arrête une centrale nucléaire, quand on la démantèle, on doit non seulement penser à tous les déchets qui sont produits, mais on doit aussi et surtout penser à la reconversion de ce territoire qui a été structuré entièrement pendant plus d'un demi-siècle par cette industrie. Et on ne peut pas penser la reconversion si on ne comprend pas comment l'espace a été transformé. Pour l'Université de Haute-Alsace, il y a un intérêt réel à travailler sur cette question, puisque à une trentaine de kilomètres de là, nous avons la centrale nucléaire de Fessenheim, dont le premier réacteur a été fermé au début du mois de février, et dont le deuxième réacteur sera fermé en juin. Et cette centrale nucléaire, elle va être démantelée, ça prendra du temps, entre 15 et 40 ans, mais la reconversion du territoire, la reconversion des habitants, la reconversion de son identité, on doit la penser dès maintenant. Pour un géographe, le travail en fait consiste majoritairement à aller faire parler les gens. On va discuter avec les personnes pour comprendre leur perception, leur vision du territoire. Ce qui nous importe, c'est pas tant le territoire comme il est, mais l'espace, le territoire comme il est vu par les populations, comme il est approprié par les populations tous les jours au quotidien. Et c'est en comprenant cette appropriation, la manière dont les gens perçoivent leur espace, qu'on peut accompagner la reconversion de cette commune, si on prend le cas de Fessenheim, ou même plus largement d'un pays dans lequel on va arrêter le nucléaire. Notre travail en géographe, c'est d'aller sur le terrain. On passe du temps dans le laboratoire ici, mais on passe, et c'est ce qu'on préfère, notre temps sur le terrain, à aller discuter avec les gens, à observer le territoire, à observer les communes, à voir comment est-ce qu'elles ont été changées par la présence d'une centrale. Et c'est là où travailler sur le nucléaire pose plus de problèmes que travailler sur un autre sujet, puisqu'il faut accéder à ces sites qui sont sensibles et dans lesquels on ne peut pas aller facilement du jour au lendemain, mais on a du temps, on prend de la latence pour arriver dans une centrale nucléaire. Les populations, les habitants, les commerçants, les salariés de la centrale, en fait, ce sont nos ressources. Ce sont nos informateurs, c'est les personnes vers qui on va se tourner pour récupérer des informations de première main, des sources primaires, qui vont nous, après, nous permettre d'analyser ce territoire. Et bien évidemment, ce territoire, après, on l'analyse aussi avec des bases de données qu'on va récupérer. Des bases de données économiques, des bases de données démographiques auprès de l'INSEE, et on va venir comparer la manière dont les gens perçoivent leur territoire et ces bases de données factuelles qui sont emmagasinées. Et tous ces petits morceaux, après, on les rassemble pour essayer de décrire la manière dont l'espace, le territoire, il a été modifié par l'arrivée d'une centrale nucléaire. Ce qui nous importe beaucoup, et particulièrement à l'Université de Haute-Alsace, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut conserver la mémoire des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est une industrie. Elle a une histoire sociale, elle a une histoire politique, elle a une histoire culturelle. Et on doit se poser la question, quand on ferme une centrale nucléaire, est-ce qu'on oublie tout? Est-ce qu'on arrête tout, on supprime, on passe à autre chose? Ou bien est-ce qu'on a un intérêt à conserver cette mémoire, à conserver cette identité? Nous, on a tendance à penser que si on veut faire une transition énergétique qui est correcte, on ne doit pas faire une rupture. On doit conserver la mémoire des choses parce que les personnes qui habitent dans ces territoires-là, ils ont vécu pendant 50 ans avec le nucléaire. C'est devenu quelque chose qui a dépassé le simple emploi, mais qui a structuré leur vie en entier. Et si on veut faire une transition qui soit
correcte, qui soit sereine pour les populations, on doit accepter de conserver une partie de cette mémoire-là. C'est un point qui nous tient beaucoup à cœur et sur lequel on travaille avec plusieurs programmes de recherche, dont l'objectif il est de réfléchir à la conservation de l'héritage matériel, les bâtiments. Une centrale nucléaire, c'est un bâtiment qui a un intérêt architectural et historique, mais aussi à la mémoire immatérielle de toute cette culture qui a été créée pendant la présence d'une centrale nucléaire pendant 50 ans. Une centrale nucléaire, c'est une forme de patrimoine qui est matériel et immatériel. Le patrimoine matériel, ce sont les bâtiments d'une centrale. On peut décider de déconstruire complètement la centrale, de retourner à l'herbe et de réutiliser le site pour faire autre chose. Mais on peut aussi se dire que ce bâtiment, il a un intérêt, parce que c'est un lieu de mémoire, parce que c'est un lieu qui nous parle d'une époque, et qu'on doit du coup le conserver pour tel. Cette question, aujourd'hui, elle est ouverte. Se pose à côté la question du patrimoine immatériel. Une centrale nucléaire, c'est des centaines et des centaines de salariés qui travaillent chaque jour, qui ont forgé une culture ouvrière, une culture politique, et cette mémoire, ce patrimoine, il doit être conservé. Et il doit être tout autant conservé que la mémoire des militants antinucléaires, car c'est dans cette opposition permanente entre les opposants et la centrale que s'est créé le territoire autour. Et cette opposition, elle a forgé l'identité politique de ce territoire, et pas uniquement au niveau du site de Fessenheim, mais au niveau de l'Alsace et de la région transfrontalière, qui n'existerait pas aujourd'hui dans l'État s'il n'y avait pas eu la centrale auparavant. Dans cette problématique, on aborde la transition énergétique, mais pensez à l'échelle d'un territoire. Pensez à l'échelle d'un espace qui est petit, qui est celui d'une commune. Faire une transition énergétique, ça veut dire construire des nouvelles infrastructures, construire des éoliennes, construire des parcs solaires, mais ça veut aussi dire construire des vieilles infrastructures. Fermer des centrales à charbon, fermer des centrales à gaz, mais aussi fermer des centrales nucléaires. Et on ne peut pas penser une transition énergétique si on ne pense pas à la manière dont on va fermer ce qui a constitué le passé. Au total, il devait y avoir 12 réacteurs nucléaires construits le long du Rhin, entre Bâle et Strasbourg. Et les 2 réacteurs de Fessenheim sont les seuls qui ont été construits. Tous les autres ont été empêchés par des mouvements d'opposition. Et pourquoi est-ce que Fessenheim s'est construite? C'est en partie parce qu'il y avait le barrage hydroélectrique qui était déjà là. On connaissait l'entreprise qu'était EDF, elle était déjà implantée sur le territoire, et donc les oppositions étaient un peu moins fortes sur ce territoire-là qu'ils pouvaient l'être autre part. Le barrage hydroélectrique était là avant, il sera là encore après. Quand la centrale nucléaire sera démantelée, le barrage hydroélectrique sera toujours présent, et il fait partie d'un ensemble de barrages, en réalité, qui est sur toute la longueur du Rhin. Fessenheim ne sera pas la première centrale nucléaire démantelée en France. On a eu d'autres expériences de démantèlement de réacteurs nucléaires, mais c'est la première de sa série. C'est-à-dire que les centrales nucléaires en France, elles ont été construites en série selon le même modèle. Fessenheim, ce sera la première de sa série. Si on prend l'échelle du monde, on a malheureusement très peu d'expériences de démantèlement de centrales nucléaires en entier. Et donc il y a devant nous réellement un champ d'inconnus auquel on va devoir répondre presque au jour le jour, au moment du démantèlement, mais aussi au moment de la reconversion de son territoire autour. Pour le moment, on a très peu d'exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour penser l'avenir de ce territoire. L'avenir du territoire de Fessenheim, pour le moment, il n'est pas décidé. Et c'est l'enjeu de rivalité entre des acteurs qui ont des projets différents. Certains veulent la remplacer par une centrale à gaz, certains veulent la remplacer par une centrale à méthanisation, certains veulent y construire une usine qui permettra de fondre les déchets nucléaires métalliques. Pour le moment, il n'y a pas de réponse sur ce que deviendra ce territoire dans 10, 20, 30 ou 40 ans. C'est un enjeu qui est un enjeu économique, qui est un enjeu politique, mais qui est surtout un enjeu citoyen. Puisqu'à la fin, ça devrait être aux citoyens de prendre ces décisions, ou tout du moins d'y être impliqués. Et le départ de la centrale va forcément entraîner une modification de la population de ce territoire. Puisque les centrales nucléaires avaient fait venir principalement des cadres supérieurs, des populations qui disposaient de diplômes de l'université, ces populations-là vont partir à la retraite ou bien partir sur d'autres territoires. Et donc la population va être modifiée autant dans sa structure sociologique que dans son volume. Du jour au lendemain, vous avez une usine de presque 1 millier de travailleurs qui va s'arrêter et dans laquelle, du coup, on va avoir des départs à la retraite, des départs en dehors de la région. Donc pour la commune de Fessenheim,
La fermeture de la centrale, c'est bien évidemment une question économique, mais c'est aussi et surtout une question de population et de transformation de cette population. Le travail du chercheur, il est bien évidemment de faire de la science, mais il est aussi d'appliquer son travail à la réalité quotidienne. Et donc, en tant que chercheur sur le nucléaire, on est appelé à apporter notre expertise à l'administration, aux politiques, pour les accompagner, pour les aider à choisir les meilleures voies de transition pour les territoires du nucléaire, et tout particulièrement pour Fessenheim. En conclusion, ce travail, il est forcément sur le long terme. Il est forcément sur des temps longs, mais ça convient parfaitement au nucléaire, parce que le nucléaire, c'est une thématique qui s'inscrit sur des temps extraordinairement longs. Que l'on parle du démantèlement d'une centrale nucléaire de 10 à 20 ans, ou qu'on parle par exemple de la durée de vie des matières radioactives qui, pour certaines, s'étale sur des millions d'années. Pour cette étude, on va se baser sur de nombreux éléments. Pour un géographe, normalement, le travail, il est d'aller interviewer les gens avec des grilles d'entretien très strictes. Mais nous, on a pris le parti de travailler en collaboration permanente avec des artistes, et en particulier avec Élise Allouin, dont le travail porte maintenant depuis plusieurs années sur le nucléaire et sur la radioactivité. Et en fait, ce qui est vraiment fondamental, c'est que nous travaillons sur le même objet, presque avec le même objectif, mais pas avec les mêmes méthodes de travail. Et on s'enrichit en permanence par ce croisement. Pour le chercheur, les réponses, les commentaires, les discussions qui vont être recueillies pendant les expositions réalisées par Élise Allouin, c'est de la matière première. C'est sur ces discussions, ces narrations, ces discours que le chercheur va réussir à bâtir, à construire une réflexion qui est scientifique. Et notre travail, Élise Allouin et moi, est donc entièrement complémentaire. Elle va nourrir mes recherches, et moi j'espère en retour nourrir aussi son travail. Parmi les œuvres d'Élise Allouin, dont le travail a un intérêt fondamental qui est de refaire apparaître ce qui n'est pas visible, et la radioactivité en particulier, il y a une œuvre que j'aime particulièrement qui s'appelle « Prendre position ». Et « Prendre position », c'est une œuvre en réalité qui construit en sucre des centrales nucléaires. Et donc on est réellement dans un travail de géographe, parce qu'elle reconstruit, non pas la réalité, mais comme elle-même le perçoit, les centrales nucléaires, et en particulier les centrales nucléaires de la région qui nous concerne. Et en plus, ces centrales nucléaires, elles sont en sucre, mais à l'intérieur, il y a une petite goutte d'iode. Et du coup, ces centrales, on peut les manger en cas d'accident. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à notre relation à la radioactivité et la façon dont on vit avec, dont on peut la rendre, dont elle construit le territoire et dont on peut la rendre visible alors que c'est un élément physique invisible et insensible. On n'a pas les capteurs physiques pour la percevoir. Mais voilà, tout l'enjeu de mon travail artistique consiste à trouver des moyens de parler de ça et de donner à voir quelque chose qui est invisible. Un autre élément très important dans ma réflexion artistique, c'est la manière dont on habite. Et je suis arrivée à la radioactivité par la question d'habiter. Donc, dans le travail de recherche que j'entreprends avec le CRESAT, il y a cette adéquation de réflexion entre la question du territoire, comment on l'habite, et ce rapport à la radioactivité qui l'a façonné. La naissance de ma réflexion autour de la radioactivité est liée à mon expérience personnelle quand j'étais adolescente de Tchernobyl. Et j'ai commencé à créer une installation liée à Tchernobyl qui a été exposée au moment où il y a eu l'accident de Fukushima. Et cet accident nucléaire a redéclenché toutes mes questions autour de la radioactivité et les a précisées, au point que je suis allée voir des physiciens nucléaires pour discuter avec eux. Et que nos discussions ont engagé plusieurs œuvres. Et depuis, je ne fais que dérouler le fil de toutes ces pistes. Et chaque œuvre est un nouveau pas dans ma réflexion et dans ma recherche. C'est évident que la question sculpturale est très importante pour moi. Si ma question artistique est de comment on habite, le rapport à la matière, le rapport à l'espace
et à la façon dont on circule dans cet espace est très important. Donc je fais principalement des installations sculpturales dans lesquelles le visiteur a une place. Son corps et son déplacement sont importants dans le dispositif artistique. C'est aussi cet aspect-là qui peut intéresser le géographe dans notre collaboration, puisque je mets en place des œuvres qui sont des territoires de rencontre et qui à la fois exposent mes recherches et en même temps offrent aux visiteurs la question de l'expérimentation, de comment ils expérimentent ce dispositif artistique et peut déclencher la parole. Moi, je suis très intéressée par ce que les visiteurs peuvent dire de leur expérience de l'espace que je propose, de l'espace artistique que je propose. Et cette expérience-là intéresse aussi les géographes, puisque c'est une parole qui sort de leur cadre de recherche habituelle. Prendre position, c'est un protocole de réalisation d'œuvres qui consiste à créer une table d'orientation avec des chaises dans un lieu spécifique qui est le lieu qui accueille l'œuvre. Je choisis, en fonction de l'espace qui m'est proposé, je choisis le nombre de chaises adéquates par rapport à l'espace qui m'est proposé, que j'installe au milieu de l'espace, regardant vers l'extérieur. Chaque chaise sert de direction d'orientation. Une fois que la table d'orientation est installée dans l'espace d'exposition, je resitue la salle d'exposition dans son orientation géographique et je viens convoquer dans chaque portion de territoire représentée par les chaises, je viens convoquer la première installation nucléaire que je rencontre, la plus proche. Voilà. Donc je rejoue la disposition des centrales nucléaires dans la salle d'exposition, dans chaque nouveau lieu. Et je pars des photographies aériennes de la centrale nucléaire dans son territoire pour produire mes reliefs en feuilles de sucre, qui sont une interprétation des images en 2 dimensions de satellites et que moi j'interprète avec ma grille de lecture personnelle, que j'interprète au niveau des reliefs. Voilà. Donc des éléments importants, par exemple, dans cette pièce ou dans ma lecture du paysage, c'est les axes de circulation des routes, les axes de circulation de la voie ferrée, parce qu'il y a presque toujours une voie ferrée dans les centrales nucléaires, mais il y a aussi la question de l'eau qui vient refroidir l'installation, ou des cheminées de refroidissement qui sont aussi un facteur de refroidissement. Donc par exemple, je considère que la rivière refroidit, donc elle va faire baisser le niveau de mon relief, et la tour qui est normalement vraiment visible dans le paysage, la tour de refroidissement, elle va aussi être en creux parce qu'elle refroidit le réacteur. Ce qui fait que l'élément surplombant dans mes maquettes en sucre sont les réacteurs nucléaires, qui est le point le plus chaud du paysage. Mais pour moi, prendre position, c'est vraiment la question d'offrir aux visiteurs la possibilité d'expérimenter différentes postures, celle assez contemplative de celui qui va s'installer dans une des chaises et voir le paysage à une certaine distance, qui se fond avec le mur presque, ou la position un peu plus active, qui est celle d'aller de station en station et finalement de faire le tour de l'Europe en faisant le tour de la salle. Parce que cette œuvre nous fait prendre conscience qu'on est entouré de centrales nucléaires, d'installations nucléaires. Évidemment, un élément très important dans cette œuvre, c'était la question du paysage psychologique,
de ces populations qui vivent autour des centrales nucléaires, qui n'oublient jamais qu'ils vivent autour d'une centrale nucléaire. C'est un élément très important du paysage psychologique. Voilà, donc moi j'ai intégré cette dose d'iode dans ma sculpture pour aussi parler de la question du risque et de la prévention du risque. Je me suis rendu compte que pour les visiteurs, le fait qu'on puisse manger la sculpture et que d'ailleurs il faille manger la sculpture en cas d'accident nucléaire était une porte d'entrée très importante dans l'œuvre pour qu'ils puissent en percevoir les enjeux. Le projet autour du démantèlement de Fessenheim que nous sommes en train de mettre en place avec le CRESAT et Teva Meyer est vraiment un élément important dans mon travail, dans le sens où il va permettre de développer un certain nombre de projets successifs, de projets artistiques successifs qui seront relayés par la Kunsthal. Le projet se construit avec 3 partenaires. Le CRESAT d'un côté, qui sont plutôt des géographes et des historiens, qui vont apporter toute une réflexion théorique et pratique des méthodologies, des façons d'étudier le territoire et la situation. Moi-même, je participe à cette réflexion et je vais en donner des formes plastiques qui nourrissent aussi ma réflexion sur notre manière d'habiter avec la radioactivité et notre relation à la radioactivité. La façon dont je conçois les œuvres peut rendre compte de plusieurs points de vue autour d'un objet qui est le démantèlement de Fessenheim, également sur l'objet qu'est cette centrale dans le territoire et comment elle l'a façonné, mais également faire émerger tout l'imaginaire qui se trame autour de cet objet matériel. Et il me semble que l'œuvre peut apporter des points de vue et révéler un paysage qui est de l'ordre de l'inconscient collectif. Le centre d'art de la Kunsthal, dans le projet, soutient et favorise le développement de mes projets artistiques et leur diffusion. C'est un dispositif extraordinaire de pouvoir travailler à la fois avec des chercheurs, de pouvoir développer sa propre recherche artistique et d'avoir les moyens de la développer soutenue par un centre d'art. Spécifiquement à Fessenheim, je me suis intéressée à la zone de sécurité autour de la centrale nucléaire, qui est une zone non habitée. Donc il y a d'un côté le village qui s'appelle Fessenheim et de l'autre côté la centrale nucléaire de Fessenheim. Et entre les deux, il y a une zone de sécurité qui est non habitée, non cultivée, mais qui pourtant est très occupée par la végétation. Donc la végétation est juste luxuriante. Et j'ai fait un herbier de cette zone qui est une représentation, quelque part, de cette zone de sécurité. En intégrant la question de la photographie et en particulier d'un procédé de photographie ancienne qui s'appelle le cyanotype, qui est un des premiers procédés photographiques, qui fonctionne avec les UV, les rayons solaires. Ce sont les rayons solaires qui transforment la surface sensible, photosensible de la matière et qui produisent l'image photographique. Et ça, c'est un procédé qui est très proche de ce que fait la radioactivité à la matière, qui transforme la matière par ses rayons, par ses rayonnements. Donc là, j'ai choisi la photographie et ce procédé spécifiquement pour cette raison. Le bleu, ensuite, il y a beaucoup de procédés photographiques analogiques qui fonctionnent sur ce principe-là.
Mais j'ai choisi celui-ci spécifiquement parce qu'il était bleu et que ça m'évoquait les piscines des centrales nucléaires, les piscines où on stocke les barres de combustible usagé et qui sont d'un bleu extraordinaire à cause de l'effet de Cherenkov, qui est le rayonnement de la radioactivité. Donc là, la radioactivité devient visible avec ce rayonnement bleu dans l'eau. Voilà, donc mon installation, elle évoque tout ça. Moi, je mets tout ça dedans, mais ce qui est très important pour moi, c'est que le visiteur puisse circuler entre les planches de l'herbier et en avoir une perception sensible. À chaque fois que je construis un projet, je réfléchis aussi aux matériaux que je vais employer. Ils sont toujours liés d'une manière ou d'une autre à la radioactivité. Soit qu'ils soient radioprotecteurs, soit qu'ils aient un impact, un engagement direct avec l'espace ou avec le phénomène physique même. Je travaille avec du plomb qui est radioprotecteur ou de la paraffine. Et la paraffine, ça protège des neutrons rapides. Donc les physiciens font des murs de paraffine, de briques de paraffine pour se protéger des neutrons. Oui, là c'est un truc très spécifique, mais toujours dans mes interactions avec les scientifiques, j'intègre des éléments d'information qui viennent construire le projet artistique autour des questions qui m'intéressent, de la façon dont moi j'aborde une situation. Mon interaction avec les scientifiques, elle est très simple parce qu'on est tous chercheurs. On a beaucoup de facilité à interagir parce qu'on est dans la même dynamique de recherche et qu'on a aussi un objet de recherche. Mais évidemment, il y a une dynamique de recherche que je partage avec les chercheurs, qu'ils soient physiciens ou géographes. On se rencontre à l'endroit de la recherche. L'activité qu'on a développée depuis 100 ans autour de la radioactivité, depuis qu'on a découvert ce phénomène, ça a été de concentrer la radioactivité. On la concentre au point de ne plus pouvoir habiter certains espaces parce qu'il y a trop de radioactivité. Donc là, il y a un enjeu qui est très important, et me semble-t-il, à l'échelle de l'humanité. Jusqu'à maintenant, l'humanité a toujours conquis des territoires, et là, notre activité nous enlève du territoire habitable. Mais en fait, c'est vraiment là le nœud de ma réflexion initiale sur la radioactivité. Et il y a quelque chose que j'essaye de comprendre en produisant des œuvres. Ce qui se passe avec cette recherche autour de la radioactivité, c'est qu'elle se ramifie. On tire un fil et puis chaque œuvre pose encore plus de questions qu'on en avait au départ. Et c'est une réaction en chaîne en fait. Depuis un siècle qu'on a découvert la radioactivité, le nombre d'espaces liés à la radioactivité ne fait qu'augmenter. Et aussi la question pour le futur, c'est comment on habite des espaces radioactifs.